Coproduire, c'est beaucoup de choses. C'est essentiellement trouver des projets et ensuite trouver des financements pour les mener à bien. Ça dépend un peu des sociétés. Nous, on fonctionne beaucoup au coup de cœur. Ça peut être soit des idées qu'on a nous-mêmes directement, soit parce qu'on a vu un bouquin qu'on aimerait bien adapter et on pense à un auteur qui ferait ça très bien, ou alors c'est des auteurs qui viennent nous solliciter directement. Voilà. Mais c'est vrai qu'au film de l'Arlequin, les films de l'Arlequin, c'est une société qui existe depuis 30 ans. Et on suit nos auteurs en général. Quand on fait un film avec une réalisatrice ou un réalisateur, on fait les suivants. On essaye de faire en général 2 courts-métrages par an, une série. Et puis les longs métrages en animation, c'est très très long. Donc là, on vient d'en terminer un qu'on a mis 15 ans à faire entre le moment où les auteurs sont venus nous en parler et la sortie en salle. C'est la première fois qu'on travaillait avec eux. En fait, ce projet nous est arrivé via le coproducteur israélien, Amit Gisselter, dont la société s'appelle The Hive, avec qui on avait déjà coproduit un autre court-métrage l'année d'avant, d'une toute autre réalisatrice. Comme ça s'est très bien passé sur ce film-là, quand Rani et Tom lui ont proposé leur nouveau projet, il nous l'a naturellement proposé également. On est beaucoup je fais une petite parenthèse sur la coproduction, on est beaucoup sollicité en France parce qu'on a la chance d'avoir le CNC, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Donc on coproduit énormément de films étrangers en France. On est beaucoup sollicité par les auteurs et les producteurs étrangers. Et donc c'est comme ça que voilà, ce projet nous est arrivé. Amit nous a envoyé le scénario et puis un petit test d'anime et les films précédents de Rani et Tom avec cette patte à la fois sur l'animation, le travail sur la lumière qui est exceptionnel. On a quand même retravaillé le scénario parce que donc ils n'avaient pas suffisamment de financement en Israël, c'est pour ça qu'ils cherchaient un autre partenaire. Donc on a présenté le film au CNC, qu'on n'a pas eu. Mais Hélène Vessière, qui a vu passer le projet, puisqu'elle faisait partie de la commission, et donc elle le voulait absolument pour Arte. Et on a eu la chance que le projet lui plaise tellement qu'elle le préachète, bien qu'on n'ait pas le CNC, ce qu'elle ne fait plus. Voilà, on a eu l'aide à la réécriture. Le CNC nous a nommé un tuteur qui était précisément Hélène Vessière, donc on a tout réécrit. Mais on n'a quand même pas eu la contribution financière du CNC. Donc on avait Arte en France comme financement, comme source de financement, et puis la participation de l'Arlequin. Donc on a principalement fait la version française, mais toute la fabrication du film a eu lieu à Tel Aviv dans le studio des 2 réalisateurs. En moyenne, les budgets de court-métrage d'animation tournent autour de 100 000 €. Grosso modo, 100, 120, ça peut monter à 150 quand on a 2 régions et un peu de financement étranger, mais c'est grosso modo autour de 100 000 €. Ouais. De tout ce qu'on va faire, en fait, c'est pas comme en prise de vue réelle, où on peut tourner des prises qu'on ne va pas garder. Nous, ça prend tellement de temps et ça coûte tellement cher de tourner 3 secondes, que si on les tourne, les 3 secondes, on les garde. Voilà, donc on s'assure bien avant, il faut qu'on ait vraiment le déroulé du film très précis, et quand les animateurs commencent à animer, on sait exactement où on va. Le personnage de la mère d'Elina était plus présent. Il y avait même une scène où on la voyait partir en voiture. Là, actuellement, dans le film, il y a une scène en fait de flashback quand Elina est petite fille et qu'elle quitte la Russie avec sa grand-mère, où elles sont toutes les deux à côté de leur maison avec une valise. Dans cette séquence-là, à la base, il devait y avoir la mère qu'on voyait s'éloigner en voiture avec un homme, puisqu'elle abandonnait sa fille pour aller vivre sa vie avec un nouvel homme. Cette séquence-là, on l'a supprimée, et le rôle de la mère a été aussi, elle est à peine évoquée dans la version finale du film, alors que précédemment, elle avait un rôle plus important. C'était aussi pour recentrer le questionnement d'Elina, parce que dans les versions où la mère avait un rôle plus important, Elina était tiraillée entre à la fois l'acceptation d'elle-même, le fait de vouloir appartenir au groupe, son amour pour sa grand-mère et ce que lui transmet sa grand-mère, et puis son amour pour sa mère. Donc ça faisait beaucoup de choses pour cette gamine. Donc on a recentré ça plutôt pour avoir justement le duo grand-mère-petite fille.
C'est un film sur l'exil, c'est un film à la fois sur l'exil, sur la transmission, sur l'acceptation de soi quand on est un adolescent. Tout ça par un prisme un peu fantastique, ouais. Les deux réalisateurs, Hani et Tom, ils font partie de cette génération d'Israéliens à qui on n'a pas demandé leur avis, en fait, qui vivaient dans des pays divers et variés d'Europe de l'Est, que ce soit la Russie ou d'autres, dont les parents ont tout à coup décidé d'aller émigrer en Israël. Et ils ont constaté souvent que c'était toute la famille qui partait, donc ces 3 générations, les grands-parents, les parents et les enfants. Avec souvent des grands-parents qui font un rejet total de la culture israélienne, comme le personnage de la grand-mère dans le film, qui ne parle pas hébreu. Elle refuse de parler hébreu, elle ne parle que russe. Il n'y a que Elina qui parle hébreu. Les parents qui, eux, au contraire, rejetaient leur culture d'origine pour s'intégrer totalement dans la société israélienne et du coup ne transmettaient pas à leurs enfants leur culture d'origine. Et avec des enfants qui se retrouvent, qui sont éduqués dans une culture israélienne, qui ont des grands-parents d'une autre culture, et avec une culture dont ils ne savent rien. Et Hani et Tom, ils font partie de cette génération-là, et eux, comme pas mal de gens de leur entourage de ces générations-là, ils ont constaté un espèce de phénomène de retour aux sources, en fait. Ils veulent retrouver leurs origines. Donc ça passe parfois par des trucs un peu triviaux, comme des cours de cuisine russe. Ils ont co-réalisé le film, mais c'est Hani qui a écrit le scénario. Et cette histoire d'oiseaux de feu, ça fait vraiment partie des choses qu'on lui a transmises à Hani, justement. Ça fait partie de la culture russe. C'est cette idée d'avoir des oiseaux de feu, effectivement. C'est lié un peu au Baba Yaga. Alors, elle s'est complètement réappropriée. Ce qu'on trouve dans le film, c'est pas une vraie légende russe. C'est plein d'éléments qu'elle s'est réappropriée, qu'elle a réécrit sous cette forme-là. Mais c'est vrai que c'était important pour elle d'avoir cette notion de fantastique.